Vous écoutez Apéro Cigare, le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission va prédire la prochaine élection américaine. C'est un homme blanc de 70 ans et plus qui va gagner. Yes, we can. Touchdown on the moon. Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de perlimpinpin. Au secours! Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Et j'ai toujours le plaisir de partager cette émission avec une personne que je dirais que si jamais elle était candidate pour devenir présidente des États-Unis, ben je voterais peut-être pas pour elle. Mais je suis très content de l'avoir à l'émission, Hélène Bernardo. Ah, c'était très élégant, Ça bravo. pas ça, hein? Non, pas du tout. Je me demandais où tu t'en allais. Merci pour cette introduction. Comment ça va, Jeff? Ça va super, et toi? Ben écoute, ça va. Gros sujet aujourd'hui. Oui, quand même. T'as laissé des indices. J'aime toujours, les gens qui suivent ont compris rapidement qu'on allait parler, mais en fait, on va parler non seulement des États-Unis et oui, de Trump, parce que bon, on n'a pas le choix, mais on va parler aussi des États-Unis sur la scène internationale, sur les relations qu'ils ont, sur leur politique extérieure. Donc ça va être très intéressant et on a quelqu'un, je dirais, de grande qualité pour nous en parler. Évidemment, comme toujours. Aujourd'hui, on est avec Julien Toureille, chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et surtout spécialiste en politique étrangère et de défense des États-Unis. Bonjour Julien, bienvenue à Apéro Cigare. Bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous Merci pour l'invitation. aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un apéro cigare à l'ancienne. On a beaucoup parlé de sujets de société ces derniers temps, puis là on y va bien dans l'art, dans l'actualité, Milliardaire. internationale. Oui. Ouais. Ben, Fait regarde, que on commence. on commencera avec votre étoile de la semaine, votre brique de la semaine. Donc un événement comme positif qui a marqué l'actualité, dont on peut parler avec sereinement, disons. Mais écoutez, je vais prendre un peu de recul pour l'étoile et la brique, peut-être encore plus pour l'étoile, comme on va parler de politique étrangère des États-Unis, qu'on est à quelques mois d'une élection présidentielle où on va beaucoup se poser de questions sur les orientations de cette politique étrangère, le bilan peut-être aussi de la présidence de Joe Biden. En termes d'étoile, et j'ai bien compris que c'est positif l'étoile, hein. Oui. D'accord, on est là-dedans. Le plus qu'on peut, parce que souvent Voilà, c'est difficile. oui. C'est l'étoile américaine en plus. Hein, donc, Et en politique étrangère, des fois, ça peut être difficile d'en trouver. Je vous dirais que j'accorderais une étoile à Joe Biden pour sa gestion de la guerre en Ukraine au moment du déclenchement de celle-ci par la Russie à la fin février de l'année 2022. Si on se replace, puis pour un peu expliquer cette étoile sans trop m'étendre, mais si on se replace dans le contexte de l'époque, il était loin d'être acquis que les États-Unis et l'administration Biden en particulier soient en mesure de susciter une réponse coordonnée de la communauté occidentale, à défaut de communauté internationale, pour donc unir ses alliés occidentaux en appui à l'Ukraine. Alors il faudrait aussi attribuer une part de cette étoile-là aux Ukrainiens eux-mêmes et à leur président, hein, qui ont quand même décidé de résister de façon tout à fait héroïque et valeureuse à l'invasion russe. Mais du point de vue de Washington, on se remémore les débats qu'il y avait de part et d'autre des rives de l'Atlantique sur justement l'engagement des États-Unis envers la sécurité en Europe. Que Biden ait réussi à rassurer les partenaires européens, à faire en sorte que ces partenaires européens prennent des mesures tout à fait inattendues. Alors aujourd'hui, on est peut-être dans une phase où on discute, on n'est pas sûr de ce qui se passe, comment ça va évoluer tout ça, mais en 2022, c'était quand même un exploit de la part de Joe Biden, et il s'est résolument engagé à faire des États-Unis, ou à refaire des États-Unis, un acteur pleinement européen, engagé dans la sécurité de l'Europe, et ça, c'est quand même un élément que je mettrai très largement à son crédit. Donc une étoile un peu poussiéreuse quand même, parce qu'on parle de 2022.
Parce qu'on parle de 2022 et parce que cette étoile, alors elle n'a pas été filante totalement, mais elle pâlit un petit peu. Elle pâlit un petit peu aujourd'hui, peut-être, à cause du contexte politique aux États-Unis. On est, évidemment, à quelques mois d'une élection présidentielle. Vous avez vu que depuis quelques semaines, la fin de l'année 2023, il y a un débat entre la présidence et les républicains du Congrès, essentiellement, qui rechignent à accepter de voter un package d'aide à l'Ukraine, à Israël, à Taïwan, et pour renforcer les mesures de sécurité aux frontières des États-Unis. La Maison-Blanche a décidé de proposer donc ce grand package d'à peu près 100 milliards de dollars en attachant des sujets qui n'ont peut-être pas de point commun si évident que ça, si ce n'est que de donner de l'argent à des alliés pour qu'ils se défendent contre une agression en cours ou contre un risque d'agression, en particulier évidemment dans le cas de Taïwan. Cette étoile, elle pâlit parce qu'aujourd'hui, Joe Biden, il a l'air moins en mesure de convaincre les Américains eux-mêmes et leurs représentants républicains de poursuivre cette aide à l'Ukraine. Mais il y avait quand même quelque chose d'assez remarquable et d'assez systémique. Il fallait être capable de remobiliser le camp occidental face à une menace fondamentale à l'ordre international et évidemment à la sécurité de l'Europe. C'est pas rien, vous avez, j'imagine, l'occasion de le dire. La guerre en Ukraine, c'est quand même l'un des événements majeurs de la période contemporaine en relations internationales. Une guerre sur le continent européen, enfin une vraie guerre pour le coup. Ça n'arrive pas si souvent que ça et dans l'histoire, disons que ça se termine jamais très très bien. C'est la première fois qu'on a des dérivations de l'étoile. Une constellation. Oui, c'est ça. On va parler de la brique, donc peut-être une mauvaise nouvelle, quelque chose que vous avez envie de critiquer aujourd'hui. Alors, là, il pourrait y en avoir beaucoup de briques quand on parle de politique américaine. Ah oui, on pourrait même faire un château, je crois. On pourrait être ambitieux. Mais je vais rester quand même, je jeter ma première brique peut-être, ou poser ma première brique dans le jardin de la politique étrangère de Biden, en étant un peu moins poussiéreux que sur mon étoile, si vous voulez. Et ça, en regard du conflit Israël-Hamas qui a cours depuis le 7 octobre dernier, la brique, elle consiste à reprocher, même si ça se comprend sa réaction, mais disons qu'on peut reprocher à Joe Biden de pas avoir fait preuve de suffisamment de nuances et de positions équilibrées dès le début du conflit. Initialement, il a quand même eu des mots très forts, un appui très vigoureux à Israël, notamment lors de son premier déplacement sur le terrain, une dizaine de jours, si ma mémoire est bonne, après les événements évidemment tragiques du 7 octobre. Et on constate que ce manque peut-être de recul ou de position posée de Biden, même s'il se comprend très très bien, de par l'histoire personnelle de Biden et de par ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je pense qu'il ne faut pas négliger que les décideurs politiques qui ont probablement plus d'informations détaillées sur ce qui s'est passé le 7 octobre aient été profondément choqués. Mais ça a eu, cette absence de nuance, si vous voulez, elle a eu deux effets assez négatifs. Un, d'un point de vue de politique étrangère, ça a été de donner cette image que les États-Unis appuient, quels que soient finalement les excès ou les exactions que leurs forces armées peuvent commettre l'État d'Israël. Et même si depuis il rétropédale un peu Biden et il essaye de mettre la pression sur Netanyahou, l'image est quand même que les États-Unis appuient Israël au détriment éventuellement de la cause palestinienne. Même là, c'est beaucoup plus nuancé. Il ne faut pas, par exemple, oublier que ce soit les États-Unis qui donnent le plus d'argent à vocation humanitaire au peuple palestinien. Ce n'est pas l'un des pays arabes de la région. D'ailleurs, qui entre en parenthèse, on n'en a rien à faire des Palestiniens dans le fond. Donc, ça a été le premier élément négatif. Et l'autre élément négatif, il touche un petit peu plus la politique intérieure de ce manque d'équilibre chez Biden, parce qu'on constate depuis quelques semaines maintenant que cet appui ou prendre fait et cause pour Israël, ou cette perception-là, crée des dissensions au sein de l'électorat démocrate
évidemment chez les musulmans américains ou les arabes américains qui normalement votent un petit peu plus démocrates et qui là sont un peu mal à l'aise, et chez les jeunes démocrates qui ont peut-être plus aujourd'hui, il y a un effet générationnel à cœur la cause palestinienne que la protection de l'État d'Israël. Et dans une perspective électorale, c'est jamais très bon pour un président sortant qui dépend sur une coalition assez hétéroclite, qui doit se mobiliser, qui doit aller voter en novembre prochain, d'avoir de ces éléments de cette coalition-là qui boudent. Voilà, ou qui disent nous on va pas aller voter. Ils vont pas aller voter pour Trump, mais peut-être qu'ils vont pas aller voter pour Biden, et ça dans une perspective électorale ou électoraliste, c'est quelque chose d'assez négatif. Donc, si on résume, Biden, on lui donne une fleur, on lui donne le pot, c'est pas mal ça. Oui, j'aurais pu donner une étoile à Donald Trump aussi, si vous voulez. On est dans le contexte, après tout, de la primaire démocrate, de la primaire républicaine, pardon. Ça, c'est un lapsus. Ouais. Il a déjà été plus ou moins partisan du Parti démocrate, le Donald. Donc, le lapsus est peut-être pas si infondé, mais enfin, bon, bref. L'étoile, pourquoi je lui donne une étoile? Parce qu'il a... à toute fin pratique, réaffirmer sa domination sur le Parti républicain, et il n'y aura pas de course à l'investiture du Parti républicain jusqu'au mois de juin. Donc on est fin janvier. Il n'y a eu que 2 étapes dans ce processus de primaire, 2 États sur 50 où les républicains ont voté, et sauf événement totalement miraculeux et à l'heure actuelle inconcevable, il a remporté l'investiture, ce qui n'était pas nécessairement gagné, mais ce qui démontre à quel point il arrive à mobiliser une partie très spécifique d'un électorat qui, par ailleurs, n'était pas nécessairement républicain, mais qui voue un culte, parce que c'est de l'ordre du culte en ce moment, à Donald Trump. Donc c'est une étoile peut-être un peu bizarre. Voilà. C'est un peu l'étoile noire de Darth Vader dans Star Wars, mais c'est quand même un tour de force. C'est intéressant parce qu'au Canada, on ferme les résidences pour personnes âgées. Aux États-Unis, ils deviennent présidents. Donc, 2 poids, 2 mesures. On a encore beaucoup de choses à parler, Hélène. Oui. En fait, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet en posant les bases de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire avec la lunette états-unienne où on est rendu en politique internationale. Si on parle justement de poser les bases, c'est quoi le rôle des États-Unis sur la scène internationale? On pourrait dire plein de choses, il y a une histoire qui va derrière tout ça. Il y a peut-être cette image un peu stéréotypée de police du monde de la part des États-Unis, qui a parfois été un petit peu plus isolationniste, mais qui aujourd'hui prend beaucoup de place, qui en a toujours pris en fait. Début 2024, qu'est-ce qu'on peut dire du personnage, du rôle des États-Unis dans le monde? Vaste question. Donc, c'est combien de fois 50 minutes qu'on a? Non, mais Vraiment de suite. Ah oui, parce qu'il y a évidemment, il y a beaucoup de livres. On pourrait faire des heures de cours là-dessus, parce que c'est l'une des questions fondamentales qui taraudent beaucoup de gens qui observent la scène internationale, beaucoup d'adversaires des États-Unis, beaucoup d'alliés des États-Unis et les Américains eux-mêmes. Mais pour donner peut-être un petit peu de perspective et pour comprendre ce rôle-là, sans refaire une histoire trop longue, il faut revenir au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, les États-Unis sont les principaux vainqueurs de cette Deuxième Guerre mondiale, avec dans une certaine mesure évidemment l'Union soviétique, et au terme de celle-ci, ils s'imposent comme l'acteur dominant sur cette scène internationale, et ils vont imposer un agencement de cette scène internationale qu'on appelle ce fameux ordre international libéral, qui repose sur certaines caractéristiques qui sont chères aux Américains, notamment des relations internationales réglées ou régies par le droit. C'est grosso modo les institutions qu'on va créer, en particulier l'ONU, avec comme ambition d'éviter le retour de la guerre ou de rendre illégale la guerre. Vous avez un pilier économique à cet ordre international libéral, qui est agencé autour des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le GATT qui est devenu l'Organisation mondiale du commerce en 1994, avec pour ambition de lutter contre les dérives protectionnistes qu'on avait vues dans les années 30, qui ont été perçues au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale comme un facteur ayant contribué à la guerre. Donc on se dit, s'il y a du libre-échange,
s'il y a du commerce entre les nations, une idée classique, elles ne se feront pas la guerre. Du moins, elles n'auront pas d'incitatif à se faire la guerre. Vous avez un troisième pilier qui est un pilier sécuritaire. Il faut organiser les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier les alliés des États-Unis, au sein d'une organisation plus permanente qui va permettre de régir et de stabiliser les choses. Ce pilier sécuritaire, c'est tout le réseau d'alliances constitué par les États-Unis, avec en particulier évidemment l'OTAN, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Et enfin, vous avez un pilier qu'on pourrait qualifier de valeurs. On met de l'avant les valeurs libérales au sens philosophique et politique du terme, les droits de l'homme, l'avancée des droits individuels et des droits fondamentaux surtout. Donc, depuis 1945, les États-Unis, ils sont à la tête. Ce sont les principaux architectes du monde dans lequel on vit. Et pendant la guerre froide, ce monde, il n'était pas absolu. Il était simplement dans le bloc occidental, et avec évidemment la dissolution de l'URSS au début des années 90, le modèle promu par les États-Unis s'impose ou semble s'imposer. Vous connaissez, j'imagine, la thèse de la fin de l'histoire de Fukuyama. S'impose à la grandeur du monde, et les États-Unis apparaissent à ce moment-là comme la puissance indispensable, l'hyperpuissance, à tel point qu'ils vont intégrer d'autres acteurs dans cette vision du monde, en particulier la Chine, qui va énormément capitaliser de son intégration dans l'ordre international libéral et dans les circuits économiques pour accélérer sa croissance économique et petit à petit devenir un rival économique qui pourrait éventuellement devenir un rival militaire et finalement un rival stratégique. Ce qui fait que on est aujourd'hui dans une période, je vous dirais, depuis 20 ans, une bonne vingtaine d'années, où on se demande vers où on va. Est-ce que les États-Unis peuvent continuer à être les gendarmes du monde, ou sont-ils en posture de déclin et vont-ils être déclassés par une Chine triomphante ou une Russie qui réaffirme non pas son pouvoir de dominer le monde, mais son pouvoir de nuisance sur la scène internationale. Et en fait, alors vous allez me dire, mais ça n'a pas trop changé finalement depuis 25 ans. Pas tant que ça, parce qu'il y a des évolutions qui sont très très lentes, et on est pris là-dedans, et c'est tout le défi en fait de la politique américaine, presque au jour le jour, de gérer cette évolution du monde. Alors avec un président Biden, on est plus dans l'affirmation d'un leadership américain, on assume ses responsabilités, on le voit très bien en mer Rouge, avec les problèmes de navigation commerciale. Ce sont les États-Unis qui assument la responsabilité d'assurer la liberté et la sécurité de circulation sur les mers, en frappant les outils qui nuisent à cette liberté-là. Donc ça, ils peuvent le faire, parce qu'il y a un président Biden qui adhère à cette vision du rôle actif des États-Unis dans le monde. Et évidemment, lorsque vous avez un Donald Trump qui est contre tous ces principes de l'ordre international libéral, la question qui se pose, c'est est-ce que les États-Unis vont se replier dans une tendance isolationniste comme ils avaient pu avoir à une jeune époque, ou à une très lointaine époque, jeune période de leur histoire. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'ils se replient, le America First, ça veut dire quoi? Ça, on ne sait pas. C'est pas un peu paradoxal que Trump soit pour le repli de l'ordre libéral, alors que le gars veut absolument faire le plus de cash possible, et grâce à ça, l'ordre néolibéral l'a beaucoup avantagé? A beaucoup avantagé les États-Unis, mais aussi leurs partenaires et leurs rivaux, parce que c'est un système gagnant-gagnant. Et manifestement, Trump est incapable de raisonner dans la perspective gagnant-gagnant. Pour Trump, il doit y avoir un gagnant et un vaincu. C'est lui qui gagne, et c'est tout. Idéalement, oui, ouais. c'est lui, oui, on le voit, il est tout le temps comme ça. Donc, il n'arrive pas à concevoir cette notion de gagnant-gagnant, malheureusement. L'autre élément, c'est que il considère que les États-Unis se sont fait avoir foncièrement là-dedans. Là aussi, c'est son obsession des mauvais deals. Évidemment, lui, il ferait que des bons deals, même s'il n'en a fait aucun significatif quand il était président. Mais tous ceux avant lui, il le dit souvent, tous les présidents avant moi étaient des nuls. Bon, et pas que Barack Obama, tous ceux auxquels il peut penser.
même Roosevelt, même j'imagine Washington, même Abraham Lincoln, voilà, s'il y pense, mais là je fais preuve un peu de mauvaise foi. Donc lui il dit, on s'est fait avoir parce que nos alliés par exemple dans l'OTAN, ils ne payent pas pour la défense. Ils capitalisent sur le fait que nous on investit des sommes colossales et qu'on leur garantit un parapluie de sécurité, ce qui fait qu'eux ils ont pu faire leur construction européenne, développer leurs entreprises, assumer leurs coûts de sécurité sociale, de systèmes sociaux très généreux, pendant que nous on paye. Bon, ça c'est l'une de ses obsessions, il la répète encore aujourd'hui dans ses discours de campagne, et d'un point de vue de défense, et d'un point de vue économique, il dit, regardez, nous on s'est fait avoir parce que l'ouverture au commerce et la libéralisation fait en sorte qu'on a perdu nos emplois industriels pour nos compétiteurs, en particulier la Chine, donc il faut remédier à ça. Et ce sentiment de se faire avoir, il est très intéressant, et il est... très très fort chez Trump, et il correspond à la perception que beaucoup d'Américains ont, notamment ces fameuses classes moyennes, ouvrières, qui ont peut-être, les individus ou leurs parents, perdu des emplois là, dans la fameuse Rust Belt, dans des États comme le Michigan, dans l'industrie automobile ou dans l'industrie lourde, à cause, en partie, pas en particulier, mais au moins en partie, à cause du libre-échange. Alors, ce n'est pas la seule raison, mais lui, voilà, ce système, pour lui, ils se sont fait avoir. Il se dit, dans ce cas-là, on va laisser les autres se débrouiller. Nous, on va renforcer notre défense. On va beaucoup investir dans nos forces armées. Il n'est pas du tout contre des budgets de la défense très élevés, mais... on va se garder ça pour nous et on ne va pas intervenir à l'étranger, puis tant pis ce qui se passe sur la scène internationale. Donc on revient à l'isolationnisme finalement. On revient à l'isolationnisme dans une certaine mesure, oui, c'est vraiment le programme America First, quitte des fois quand même s'il y a des dangers qu'on peut clairement identifier à taper. Et Donald Trump l'a fait, et ça ressemblait à ce que pouvait faire un président comme Barack Obama contre l'État islamique. En Syrie, il s'est bien vanté, Donald Trump, d'avoir éliminé le chef de l'État islamique, el-Baghdadi, en disant que lui, il était encore plus dangereux que Ben Laden, qui avait été éliminé sur autorisation de Barack Obama. Mais évidemment, les deux là sont en compétition. Mais autrement, on pourrait... Trump, en politique étrangère, et ça simplifie peut-être un peu jusqu'à la caricature, mais disons qu'il est vraiment pour, je défends mes propres intérêts. Chaque pays a le droit de défendre ses intérêts, et puis on verra ce qui advient de la compétition et de la rivalité entre grandes puissances. Alors quand on observe ça, et que historiquement on constate que des fois la rivalité entre grandes puissances, ça donne lieu à des conflits, on peut avoir un regard un peu inquiet par rapport à ça, mais lui estime grosso modo que plus on est fort, plus on dissuade nos éventuels rivaux de nous attaquer, puis ça devrait aller comme ça. Mais il ne lui demandait pas de s'intéresser à la gestion de problèmes globaux sur la scène internationale. L'environnement, évidemment, il faut une approche globale pour aborder les changements climatiques. Ça ne l'intéresse pas, d'autant plus qu'il pense que les changements climatiques, c'est encore un canular, il disait il y a quelques jours. Régler les questions migratoires, il y a une dimension internationale de coopération nécessaire. Lui, sa solution, c'est bâtir des murs, payés par les autres, mais même s'il n'arrive pas à le faire. Moi, j'aimerais qu'on parte en randonnée autour du monde. On va peut-être y aller par région, en commençant par l'Asie. En Asie, en ce moment, il y a l'enjeu de Taïwan avec la Chine. Puis il y a justement cette rivalité sur le plan à la fois économique et politique avec la Chine. Bref, quel est le diagnostic de la politique internationale dans cette région-là du monde? C'est probablement la région la plus fondamentale, le centre de gravité du monde, qui est en train de se bâtir, et peut-être pour les décennies suivantes. Souvent dans les cours là, en géopolitique ou en politique étrangère des États-Unis, on montre des graphiques qui illustrent depuis les années 1500 le changement ou le déplacement du centre de gravité des relations internationales. Pendant la guerre froide, c'était l'Europe.
hein. Le centre de gravité, c'était l'Europe, et on pouvait même le localiser à Berlin, hein, le centre de gravité autour du mur. Aujourd'hui, on est de plus en plus en Asie, et peut-être le symbole, on passe de Berlin à Taïwan. Pourquoi ? C'est parce que c'est des régions, l'Asie-Pacifique, c'est une région où se concentre l'essentiel des enjeux et des défis. Vous avez évidemment une population qui est très importante. Vous avez des États qui ne s'entendent pas nécessairement très bien, hein. On peut penser la Chine avec ses voisins, et pas uniquement Taïwan, mais avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec les Philippines, avec le Vietnam, avec l'Inde, évidemment. Donc, vous avez beaucoup de monde, vous avez des pays rivaux, vous avez un potentiel de croissance économique extraordinaire, et vous n'avez pas d'architecture qui permet encore de bien gérer les risques de rivalité entre États. Bon. Et en plus, c'est la grande région Asie-Pacifique ou Indo-Pacifique, une région dans laquelle traditionnellement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont un rôle hégémonique. On a beaucoup parlé de l'Atlantique, hein, dans une perspective européenne ou eurocentrée, mais les Américains, depuis 1945, sont une vraie puissance pacifique. Mais dans le sens de l'océan Pacifique, évidemment. Voilà. Et donc, vous avez beaucoup d'enjeux qui se déploient dans cette région et qui ont un potentiel de faire dérailler, en fait, les relations internationales. Et évidemment, le principal enjeu qui suscite la préoccupation, c'est cette rivalité entre deux grandes puissances. Les États-Unis, qui seraient peut-être une puissance déclinante, la Chine, qui serait probablement une puissance ascendante, et c'est le fameux piège de Thucydide, hein. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Alors historiquement, lorsqu'on a cette dynamique-là, c'est Graham Allison, dans un ouvrage récent, qui l'évoquait, ou qui faisait qui donnait cette perspective historique. Mais quand on a une puissance dominante mais déclinante et une puissance plus jeune ascendante, le risque, c'est qu'il y ait un conflit militaire. Voilà. Une plaque tectonique, en fait, un peu une montagne. Ouais. Deux trajectoires qui vont finir par se croiser, et soit celui qui décline a intérêt à frapper celui en ascension avant qu'il soit trop fort, ou soit celui qui monte se sent pousser des ailes et veut prendre la place du déclinant trop tôt. Voilà. Et c'est le dilemme entre Washington et Pékin. Le dilemme fondamental, si vous voulez, structurel entre ces deux grandes puissances. Et vous ajoutez à ça le fait qu'il y a, en plus de ce dilemme entre deux grandes puissances, des dossiers en Asie-Pacifique qui mettent en jeu les deux puissances et qui pourraient déboucher sur un conflit. Évidemment, Taïwan, c'est l'enjeu fondamental. Il y en a un autre aussi qu'on évoque beaucoup, c'est la mer de Chine méridionale, hein, qui est l'une des voies les plus stratégiques pour le commerce maritime, que ce soit de marchandises ou d'hydrocarbures, dont dépend quand même très largement l'économie chinoise. Et là, ce sont un allié des États-Unis dans le cas de Taïwan, une zone où les États-Unis ont des alliés qui assurent la zone, et aussi une présence militaire très très forte, contestée par la Chine. Et donc vous avez deux points là, ou deux dossiers qui peuvent facilement dégénérer sur un malentendu. Sur un malentendu, beaucoup de choses peuvent arriver. Il y a deux éléments à ça. De un, jusqu'à quel point les États-Unis sont déclinants, jusqu'à quel point la Chine est ascendante, parce que la Chine a aussi des enjeux structurels en ce moment très importants. La population décline. L'économie était beaucoup basée sur l'immobilier, donc la croissance économique ralentit. Donc, d'un côté américain, est-ce qu'on décline? Puis l'autre question aussi, c'est ils sont aussi interdépendants, parce que la Chine possède énormément de la dette américaine. Les États-Unis, en fait, sont très, très imbriqués économiquement parce que beaucoup d'entreprises américaines sous-traitent en Chine. Donc, quoique, la Première Guerre mondiale est arrivée sur une époque qui était excessivement interdépendant économiquement. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment dans une époque où il y a une guerre qui pourrait éclater, ou un conflit qui pourrait éclater entre les deux, ou on exagère? Alors, peut-être pour commencer, est-ce que les États-Unis déclinent tant que ça? Il y a une obsession du déclin aux États-Unis, mais dans plein de pays occidentaux, hein, on est convaincu qu'on va mal, alors que objectivement on va plutôt bien. Et j'en veux pour preuve quand même un indicateur qui, à mon avis, en dit long. Gallup a fait une étude en 2021 sur la volonté de migrer des gens.
dans le monde, une étude mondiale. Vous avez 900 millions de gens, un peu plus, dans le monde qui aspirent à aller vivre dans un autre pays de façon permanente. Par choix. Par choix, enfin qui veulent aller ailleurs. Alors la raison, elle peut être économique, liée au changement climatique, à des conflits, tout ça, les facteurs classiques des migrations. Mais donc vous en avez, je pense, c'est 920 millions dans l'étude Gallup. De ces 920 millions, il y en a 18% qui veulent aller aux États-Unis. Alors, c'est le principal pays qui attire les candidats aux migrations. Je ne suis pas très fort en maths, mais 18% de 920 millions, ça fait quand même beaucoup de monde. Ça doit faire un truc comme 160 millions, quelque chose comme ça. Le deuxième pays, entre parenthèses, c'est le Canada. Ah oui. Voilà, 8% de ces gens-là veulent aller au Canada. Donc, 8%... Pour une population de 40 millions. Voilà, ça fait 72 millions si je ne suis pas mauvais en maths. Donc, vous voyez, alors ça montre à quel point les questions migratoires, c'est un enjeu fondamental, mais ça montre aussi qu'on ne peut pas toujours se plaindre, notamment dans les pays occidentaux, qu'on est en déclin, alors que tout le monde veut venir chez nous. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu contradictoire. Côté chinois, est-ce qu'on va si bien que ça ? Vous l'avez évoqué, il y a des problèmes structurels, vous avez raison, le déclin démographique, le ralentissement économique même, la pollution, des problèmes de ce type-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le président Xi Jinping, qui incarne cette fierté chinoise et puis cette volonté d'afficher et d'affirmer la puissance chinoise dans le monde, quitte à bousculer un peu les États-Unis, voire à laisser planer le risque d'une guerre autour de Taïwan, sur la question de Taïwan. On constate que les dirigeants chinois, là, depuis l'automne 2023, ils ont un peu mis de l'eau dans leur vin dans leur discours, parce qu'ils s'aperçoivent qu'eux, ils ne sont pas si puissants qu'ils pensaient et que les États-Unis ne sont pas si affaiblis que ça. Contrairement à ce qu'ils avaient pu penser, par exemple, dans les jours qu'ont suivi le retrait un petit peu chaotique des États-Unis de l'Afghanistan en août 2021. À Pékin, on était convaincus que c'était la réplique de Saigon à la fin de la guerre du Vietnam, la débandade américaine. Bon. Et ils misaient beaucoup là-dessus à Pékin, sauf que évidemment depuis août 2021 il y a beaucoup de choses qui ont changé du fait notamment de la guerre en Ukraine, et donc aujourd'hui les Chinois ils rétropédalent un peu, où ils veulent adoucir ou abaisser la tension, baisser la température un petit peu. Du côté de Washington aussi, il y a eu une rencontre en marge d'un sommet à San Francisco entre les présidents Biden et Xi. Et l'un des éléments importants, c'était ils se rencontrent, qu'ils puissent un peu mettre carte sur table sur ce qui va pas. Et ils renouent le contact au haut niveau militaire, justement pour qu'on puisse se dire, là, c'est plus un accident, pour pas... personne ne veut des guerres. Parce que personne, en particulier dans cette relation-là, personne n'a intérêt. Vous l'avez dit, il y a une forme d'interdépendance économique. Les entreprises américaines, elles ont besoin de faire assembler ou produire en Chine pour des raisons d'efficacité et de coût. Et les Chinois, ils ont besoin d'exporter. Ils ont besoin d'avoir de l'activité économique, ne serait-ce que pour faire vivre presque 4 milliards d'habitants. Donc, objectivement, personne n'a intérêt à la guerre. On constate souvent dans l'histoire que les guerres, elles se déclenchent. C'est un peu Jean-Claude Duss, à cet égard-là, le personnage des bronzés font du ski. Non, mais il y a beaucoup de philosophie dans son personnage, sur des malentendus. Mais sur des malentendus, il y a des choses qui peuvent marcher. Jean-Claude Duss, il peut finir par avoir une date, mais en relation internationale, sur un malentendu, vous pouvez avoir une guerre entre personnes qui ne veulent pas de guerre. La Première Guerre mondiale... elle se déclenche parce qu'un archiduc se fait assassiner à Sarajevo. En tant que tel, c'est rien. C'est un événement dans l'histoire qui aurait probablement passé inaperçu. Sauf que c'était un événement qui a eu lieu sur un baril de poudre. Ouais. Si on continue notre randonnée vers l'ouest, parce que la Terre est ronde, on irait vers le Moyen-Orient. Sauf que sur la route, il y a l'Iran. Si on met nos petites lunettes états-uniennes, qu'est-ce qui se passe en Iran ? Quelle est la relation des États-Unis avec ce grand, puissant pays sous dictature islamique ?
Elle est un peu compliquée cette relation-là. Depuis la révolution islamique, justement, voilà, les États-Unis perçoivent l'Iran comme un grand méchant. Les Iraniens, enfin le régime des ayatollahs considère les États-Unis comme le grand Satan. À l'heure actuelle, vous avez deux gros enjeux qui posent problème. Le premier, c'est la question du nucléaire iranien. Qui est un peu passé à l'arrière-plan depuis quelques années, je vous dirais, ou au moins quelques mois. C'est un peu dommage. Parce que bon, ça remonte pas trop loin, mais le dossier nucléaire iranien suscitait une vraie préoccupation au début des années 2010, avait ressurgi, ce qui a poussé l'administration de Barack Obama en particulier à s'investir dans une solution diplomatique qui a débouché en 2015 sur le fameux accord des P5+1 avec l'Iran, donc l'accord nucléaire. C'est pas son nom technique, je l'oublie toujours, mais bon, qui prévoyait un mécanisme de contrôle et de surveillance mis en application et suivi par l'Agence internationale de l'énergie atomique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales contre l'Iran, ou d'une levée d'une partie de ces sanctions. Cet accord-là fonctionnait très bien. Alors, l'Iran a accepté, par exemple, de se départir d'une portion non négligeable de son stock d'uranium enrichi vers la Russie, si ma mémoire est bonne. Et les Iraniens jouaient tellement le jeu que les principales mesures de l'accord ont été concrètement mises en œuvre en moins de 6 mois et les sanctions ont été rapidement levées. Sauf qu'arrive l'élection présidentielle américaine en 2016 avec un Donald Trump qui est convaincu que cet accord-là est la pire des choses qui ait jamais été signée dans l'histoire de l'humanité, comme à peu près tout ce qu'il n'a pas signé, on y revient. Alors il est peut-être influencé par des acteurs régionaux alliés des États-Unis, mais qui ne veulent pas nécessairement que du bien à leurs amis américains. Je pense ici à 2 acteurs en particulier, l'Arabie Saoudite et l'État hébreu de Benjamin Netanyahou, qui sont, par exemple, les 2 principaux acteurs opposés à l'accord de 2015. Pour des raisons différentes, mais grosso modo, on pense à Tel Aviv que les Iraniens vont mentir, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Enfin, quelqu'un comme Netanyahou pense qu'on ne peut pas leur faire confiance. Et en Arabie Saoudite, on craignait à ce moment-là que les Américains ouvrent la porte à une normalisation de leur relation avec l'Iran au détriment de la relation privilégiée qu'ils entretiennent avec l'Arabie Saoudite. C'est un peu comme le frère qui est jaloux de... Un peu ça. Voilà. Lui, il faut que ce soit mon ami à moi, là. Exactement. Donc, on accélère un petit peu. Donald Trump dit cet accord, il n'est pas bon. Et au mois de mai 2018, il finit par déchirer l'accord ou à en faire sortir les États-Unis, quand bien même les services américains de renseignement, par exemple, ou le département d'État, disaient, parce que tous les 6 mois, il fallait faire rapport au Congrès, que l'accord fonctionnait très bien, que les Iraniens jouaient parfaitement le jeu, qu'il n'y avait aucun souci. Évidemment, ils étaient bien surveillés. Mais bon, tant pis, Trump a pris sa décision, il avait le droit de la faire. Et ce qui s'est passé, en déchirant cet accord-là, les Iraniens se sont dit, comme on ne nous fait pas confiance, on va reprendre progressivement notre programme nucléaire. Et aujourd'hui, on en est là. Les Iraniens n'ont probablement jamais été, c'est ce qu'on pense, aussi proches d'avoir une arme nucléaire, d'avoir une bombe nucléaire. L'administration Biden, depuis qu'il était arrivé au pouvoir en janvier 2021, a essayé de ressusciter l'accord de 2015 sans succès parce que, évidemment, les Iraniens, ils disent « Vous nous avez pris pour des couillons une première fois, on ne va pas se faire avoir une seconde fois. » Et puis, de toute façon, c'est notre meilleure garantie de sécurité, le nucléaire. Donc, il y a ce premier problème qui est quand même assez fondamental. Et l'autre, parce que ces répercussions sur le Moyen-Orient, un Iran nucléaire, c'est une catastrophe. Grosso modo, parce que ça entraîne un risque de prolifération régionale. Et le nucléaire, à 2, ça fonctionne. La dissuasion nucléaire à 2, ça fonctionne. Personne ne veut la tester à plus que 2 personnes. Voilà. Parce que théoriquement, on ne sait pas si ça marche. Tu l'as gelé, ça s'arrête là. Mais si sont 5 à l'avoir... Ouf. Voilà. Alors, au Moyen-Orient, Iran, Israël, ça serait correct. Ouais. Sauf que si l'Iran l'a, et les Saoudiens ont été très clairs, les Saoudiens la voudront. Alors, imaginons si les Saoudiens ont ça, les Égyptiens vont dire « Ah oui, non, mais attendez, on est quand même une grande puissance dans le monde musulman, il ne faut pas nous oublier. » Ils vont la vouloir. Les Turcs, nous aussi. Ils veulent son jouet, là. Voilà. Alors imagine ensuite les Marocains, peut-être.
pourrait dire son élargi. Alors, les Marocains veulent le nucléaire, les Algériens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, vous voyez le bordel, enfin, voilà, le bazar que ça pourrait être. Donc, le dossier nucléaire, il est fondamental. L'autre dossier qui suscite surtout en ce moment peut-être plus l'attention et plus les craintes, c'est l'influence iranienne au Moyen-Orient perçue comme déstabilisatrice. Voilà, notamment à travers leurs fameux proxys, ces alliés avec lesquels l'Iran entretient des relations cordiales, mais qui ne sont pas des marionnettes de Téhéran. On peut penser évidemment au Hamas palestinien, on peut penser aux Houthis au Yémen, on peut penser au Hezbollah au Liban, on peut penser à certaines milices en Irak. Et dans un contexte de tension avec notamment les États-Unis, l'Iran joue un peu de ses proxys pour jouer les poils à gratter, envoyer des messages, taper un petit peu à droite et à gauche, et voilà, ça met un peu de piment sur le truc. Est-ce qu'on peut dire que ça fonctionne? Parce que l'Iran, effectivement, avec un peu cette stratégie-là géostratégique d'avoir un peu des racines un peu partout au Moyen-Orient, est-ce que ça fonctionne? Parce que ça irrite beaucoup de monde en ce moment. Oui, ça irrite. La principale crainte, ça serait que cet irritant devienne ou ouvre un engrenage à une escalade de conflits et à une amplification, par exemple, du conflit Israël-Hamas. Dans les premières semaines, après le 7 octobre, l'une des craintes, c'était de voir le Hezbollah ouvrir un autre front contre Israël. Ce qui est assez fascinant, c'est que c'est aujourd'hui, on a le sentiment que ce sont plus les Israéliens qui mettent la pression sur le Hezbollah que l'inverse. Parce que le Hezbollah est très prudent, même s'ils sont objectivement alliés de l'Iran, parce que l'Iran, le régime des ayatollahs, lui aussi, il ne veut pas trop déstabiliser. Il n'a aucun intérêt à une guerre généralisée au Moyen-Orient. Alors, parce que ses alliés, ils sont influents, mais ils ne sont pas très forts. Surtout si on les compare à l'armée israélienne ou si on les compare à l'armée américaine et à d'autres intervenants occidentaux qui pourraient venir aux côtés. Ou même à côté, si on compare dans une certaine mesure à l'armée saoudienne. Donc, on veut dire qu'on est là, on veut dire qu'on existe, on envoie des messages. Parce que, en fait, l'Iran veut être reconnu comme une puissance régionale à part entière qui a des intérêts légitimes. Et le rêve du régime iranien, dans le fond, à mon avis, c'est d'entretenir une relation privilégiée avec les États-Unis. Oh, wow, ok, c'est comme... C'est une belle leçon de politique internationale. C'est comme la date un peu, là. C'est-à-dire que tu fais suer la personne, au final, il y a à l'intérieur de soi, il y a un désir, là. C'est un désir refoulé, finalement, là. C'est un peu compliqué, les dates comme ça. C'est le Tinder du monde géopolitique. C'est très délicat. Alors, en géopolitique, c'est quand même aussi très, très délicat. Parce qu'en plus, les Iraniens, enfin le régime iranien, ils aiment beaucoup jouer le billard à 3 bandes. Essayer d'envoyer des messages un peu codés, machin. Mais je pense qu'eux-mêmes s'y perdent des fois. Et à force de jouer au billard à 3 bandes, vous ne savez plus quelles sont vos boules, en fait. Et dans quel sens vous voulez aller. Mais je pense que foncièrement, c'est un régime, évidemment, qui va assurer sa sécurité. Enfin, les ayatollahs, on voit ce qu'ils font, finalement, contre leur propre population. Et contre les femmes en particulier. La répression sévère, c'est parce qu'ils ne veulent pas ouvrir la moindre brèche, ou laisser la moindre brèche s'ouvrir à une remise en cause de leur pouvoir. Sur la scène internationale, c'est un peu la même chose. Ils veulent dire, regardez, on a des moyens de vous embêter, donc on est sérieux, mais on est aussi tout à fait conscient qu'on ne veut pas s'engager dans un affrontement direct avec les Américains. On est fort, mais pas si fort, finalement. Il y a un peu une forme de fragilité, quand même. Ou de désir de se protéger. Oui, parce que on disait tout à l'heure, je vous le disais, les Américains se disent très déclinistes, mais ils ne sont pas si en déclin que ça. D'un point de vue militaire, ça reste une puissance, voilà, elle a plein de défis, il y a plein de difficultés, il y a des choses qui ne vont pas, mais militairement, vous n'avez pas envie de vous lancer dans une guerre ouverte contre les États-Unis, à moins d'être complètement fou.
mais vous voulez pas faire ça. Et les Américains non plus veulent pas faire ça, surtout que l'histoire récente des opérations militaires de grande ampleur américaines au Moyen-Orient, elle n'a pas été trop couronnée de succès, on va dire ça comme ça. La population américaine n'en veut pas. C'est d'ailleurs ce qui a fait aussi l'attrait de la doctrine isolationniste de Trump. Joe Biden, il en est parfaitement conscient. En plus, à quelques mois d'une élection présidentielle, il n'a pas envie de se lancer dans une grande guerre au Moyen-Orient. Il faudrait vraiment qu'il y ait une provocation hyper grave pour qu'on tombe là-dedans. On va bientôt terminer notre randonnée. On peut faire un détour par la Méditerranée, mais on va s'en aller en Ukraine, puis on va parler de l'OTAN. Jeff, tu as utilisé le terme de mort cérébrale. C'est pas moi, en fait, qui l'ai utilisé, mais j'y croyais à un certain point. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait vraiment l'impression que l'OTAN ne servait plus à grand-chose. Et là, tout le monde veut, en fait, rejoindre l'OTAN. Évidemment. C'est quoi justement les enjeux de rejoindre l'OTAN? Est-ce que l'OTAN a encore de belles années devant lui? Qu'est-ce qui se passe avec cet enjeu-là de coopération internationale? C'est cette organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc, qui a été établie en avril 1949 pour faire face à la supériorité conventionnelle soviétique de l'URSS et de ses alliés. C'est une histoire toujours un peu houleuse que celle de l'OTAN. Alors évidemment, pendant la guerre froide, aucun problème. À la fin de la guerre froide, on s'est posé la question. Si la raison d'être initiale, elle disparaît, pourquoi nous, on reste? Dans les années 90, ils ont eu la chance, l'OTAN a eu la chance de voir l'ex-Yougoslavie imploser et donc créer une demande pour redéfinir ce qu'est l'OTAN, donc pas une alliance défensive au cas où l'Union soviétique attaque, mais une force de maintien de la paix ou d'imposition de la paix qui agissait sous mandat de l'ONU. Donc c'était un peu le, entre guillemets vraiment, le bras armé de l'ONU, en particulier en Europe. Arrive le 11 septembre 2001 aux États-Unis, et bien là, la raison d'être, elle est toute trouvée, c'est la lutte contre le terrorisme. D'accord ? Même si, à l'époque, l'administration de George W. Bush, alors que les alliés européens des États-Unis au sein de l'OTAN évoquent ce fameux article 5 de la solidarité là, qui prévoit que lorsqu'un membre est attaqué, c'est l'alliance qui est attaquée et donc les autres membres devraient venir au secours. Il est évoqué, c'était la première fois dans l'histoire qui était évoqué après le 11 septembre 2001. Les Américains disent non, dans les Balkans, en plus, les Européens, vous nous avez emmerdés sur le choix des cibles, vous n'êtes pas aussi efficaces que nous militairement. Nous, on va montrer qu'on est capable de faire tout seul et on va lutter contre le terrorisme tout seul. Finalement, après, l'OTAN a fini par embarquer là-dedans avec le Canada, qui a eu une mission en Afghanistan notamment, et plus largement dans la guerre contre le terrorisme. Et à la fin des années 2010, cette guerre contre le terrorisme, elle fait un peu vieillotte. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça et c'est là, dans ce contexte, grosso modo, que le président français, dans une entrevue à The Economist en 2019, je crois, utilise cette fameuse expression de mort cérébrale. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, on sert à quoi? On sent que du côté américain, on aimerait faire de l'OTAN le vecteur de l'alliance occidentale contre la Chine. C'est un symbole. Oui, et puis montrer que les Occidentaux, autour de cette structure-là, vont définir un nouvel ennemi qui n'est plus dans le cadre nécessairement de l'Europe, quelles que soient les frontières qu'on lui donne, mais on va le réorienter vers la Chine. Ouais. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'à Washington, autant les républicains dans la lignée de Trump que les démocrates plaident pas mal pour ça. Auprès de leurs partenaires européens qui, eux, sont beaucoup plus nuancés, réticents, parce qu'ils ont aussi des intérêts avec la Chine. Ils n'ont pas tous envie de se mettre à dos la Chine. Et donc, là arrive évidemment le cadeau inespéré que va faire Vladimir Poutine à l'Alliance Atlantique, donc le 24 février 2022, en lançant son opération militaire spéciale, la guerre contre l'Ukraine, qui va démontrer de façon éclatante finalement, ou rappeler que la Russie de Poutine est une menace à la sécurité de l'Europe et que la meilleure garantie ou la meilleure protection contre cette menace, c'est l'Alliance Atlantique, qui est l'alliance militaire la plus puissante au monde, qui a quand même en son sein les États-Unis, ce qui n'est pas rien,
Du coup, voilà, alors que Vladimir Poutine pensait que l'OTAN était faible, divisée, que jamais les pays membres ne seraient en mesure de se mobiliser, il s'est largement trompé. L'alliance aujourd'hui, elle est très attractive au point que la Finlande et la Suède, c'est pas tout à fait fini. Le processus d'adhésion de la Suède, c'est en cours. Deux pays historiquement en marge pour des raisons de politique intérieure, enfin de tradition aussi stratégique de neutralité, ont décidé d'adhérer. Et aujourd'hui, l'alliance, écoutez, elle n'a jamais paru si nécessaire, probablement si forte, et avec une raison d'être évidente. Tant que Vladimir Poutine constituera une menace à l'intégrité territoriale de pays européens, en commençant par l'Ukraine, l'OTAN aura sa raison d'être et probablement qu'à moyen long terme, l'Ukraine elle-même fera un jour partie de l'OTAN, bien qu'il faille souligner que l'Ukraine n'était pas proche d'adhérer dans l'OTAN en 2022. Alors, souvent, on a entendu parler de ça, peut-être que Vladimir Poutine a décidé d'envahir pour se prémunir dans le cadre d'un dilemme d'insécurité face à cette perspective-là. Non, l'Ukraine avait été écartée, parce que c'est un club, il faut un consensus pour accueillir de nouveaux membres. L'Ukraine avait été écartée depuis presque une quinzaine d'années, parce que justement les Européens disaient « Oh oui, c'est quand même délicat, l'Ukraine, la relation avec la Russie, on ne veut pas provoquer Moscou ». Sans provocation, Moscou a quand même décidé d'envahir l'Ukraine et voilà, un jour, je pense que l'OTAN s'élargira à l'Ukraine. Il y a certaines... tu voulais... je pensais que tu avais un... J'ai levé la main. Oui, c'est ça. J'ai une petite question, mais c'est peut-être une question de conclusion, en fait. Est-ce que on joue encore avec des États satellites dans la stratégie de défense américaine? Parce qu'on parle de Taïwan, on parle de toutes les milices du Moyen-Orient, on parle de l'Ukraine, mais on en parle comme on les instrumentalise plutôt que on les rend acteurs de leur propre défense. Ouais. On les appuie parce qu'on est alliés. Je pense pas que, par exemple, Washington dicte quoi que ce soit à Kiev. C'est sûr que la façon dont Washington appuie ou n'appuierait pas l'Ukraine a un impact. C'est évident. Et d'où, en ce moment, l'inquiétude des Ukrainiens face aux tergiversations américaines. Parce que s'ils n'ont pas l'aide militaire américaine, c'est un peu compliqué. Les Européens ne peuvent pas nécessairement compenser autant que les Américains. Et donc la résistance ukrainienne, elle dépend de Washington. Et c'est sûr que les États-Unis, et Biden en particulier, est très conscient de la nécessité de stopper les ambitions de Poutine pour assurer à long terme la sécurité de l'Europe. C'est la perception qu'ils ont. Alors, ce n'est pas les seuls, les Américains, à avoir cette perception-là. Tous les pays du flanc Est de l'OTAN, la Pologne, les pays baltes, disent « Attendez, mais si l'Ukraine tombe, nous, on est les prochains. » Donc, les États-Unis viennent en appui à ça. Dans le cas de Taïwan, c'est exactement la même chose. Officiellement, les États-Unis adhèrent au principe de la Chine, c'est un pays, deux régimes. D'accord ? Et officiellement, donc la position américaine à l'endroit de Taïwan, c'est de dire vous n'êtes pas un État à part entière, mais si la Chine continentale vous attaque, on va faire quelque chose. Mais quoi, on ne sait pas, c'est l'ambiguïté. Voilà, c'est la posture de l'ambiguïté qui est nécessaire, qui est fondamentale pour éviter une guerre. Justement, mais les États-Unis, je ne pense pas qu'ils aient intérêt à pousser Taïwan à déclarer l'indépendance et à se lancer dans une guerre contre Pékin, parce que c'est du perdant-perdant pour tout le monde. Il ne faut pas oublier que Taïwan produit 80-90% des microprocesseurs les plus perfectionnés au monde, que beaucoup d'entreprises américaines dépendent
de ces microprocesseurs. On a beau construire des usines en Pennsylvanie, en Arizona, elles ne seront pas efficaces avant des décennies. Et si on veut continuer à avoir des beaux téléphones et des beaux ordinateurs performants, il faut que les usines à Taïwan, elles fonctionnent. Et les Chinois aussi pensent la même chose. Si vous faites une guerre là, je pense que la première cible, ça serait de détruire ces usines-là. Donc voilà. Mais c'est sûr que quand vous êtes une grande puissance, vous avez la possibilité d'aider beaucoup de monde. Ou il y a beaucoup de monde qui vont se tourner vers vous pour avoir besoin d'aide. De là à penser qu'ils téléguident ou que les autres sont des marionnettes, je pense foncièrement que c'est donner beaucoup plus de pouvoir à Washington qu'ils n'en ont. Voilà, à l'heure actuelle. On va terminer avec peut-être une recommandation, un nom de film, série, livre, émission, podcast, exposition, événement, pour en apprendre davantage sur la politique étrangère et de défense des États-Unis. Alors, je vais vous dire, si c'est un sujet qui intéresse, il y a un très bon cours à l'UQAM, au département de sciences politiques, un cours de bac formidable. C'est donné par qui? Heureux hasard, il est donné. Alors, c'est politique étrangère des États-Unis, pour pas le nommer. Il est donné par un certain Julien Toureil avec Charles-Philippe David. Et c'est un cours très, 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 très le fun. Enfin, c'est un cours qui demande beaucoup de travail, mais qui est très le fun à donner. Voilà. Pour moi, il est très le fun à donner. Et Monsieur David est encore plus passionné que moi, donc c'est très le fun. Donc, je dirais, on peut commencer par ça. Mais après, il y a plein de choses fascinantes pour comprendre les États-Unis, leur politique étrangère, des produits de la culture populaire. Certains Marvel sont excellents. Les Iron Man, par exemple, les séries Avengers. Les derniers sont moins bons, je trouve. Là, il y a une série que je suis en train d'oublier. Monarch, Legacy of the Monsters, sur Apple TV+, qui s'inscrit dans l'histoire de Godzilla. Et quand même, Godzilla, c'est une très belle métaphore de la relation entre les États-Unis et le Japon, et de la présence américaine en Asie-Pacifique. Ça, c'est très, très le fun. Et le dernier truc, alors ça touche pas directement les États-Unis, mais je pense que ça permet de comprendre beaucoup de choses dans le monde à l'heure actuelle. C'est 2 ouvrages de Giuliano de Empoli, que vous connaissez certainement. Donc, le premier, c'est Le Mage du Kremlin. Alors, j'aime faire du rattrapage ou parler de vieilles étoiles. Et son autre ouvrage, c'est Les Entrepreneurs du Chaos, Les Instigateurs de Chaos. Et je pense que c'est très intéressant. Merci beaucoup, Julien Toureil, chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand, donc à l'UQAM, et spécialiste de politique étrangère et de défense des États-Unis. Il y avait beaucoup de choses à dire, je pense qu'il y en aurait encore. C'était fascinant de vous écouter en tout cas. Jeff, un dernier commentaire si tu ne veux pas le mot de la fin peut-être. Tu as joué sur les mots, bien joué. Ben écoute, moi je dirais aux gens, écoutez-nous, mettez un pouce, mettez un j'aime sur notre émission si vous avez aimé ça. Et puis, on va certainement suivre ce qui se passe parce que c'est les élections américaines en 2024, c'est ça? 5 novembre 2024. Donc, c'est une grosse année pour les US. On a très, très hâte de suivre ça. Puis, Julien, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. C'est nous, là. Oui, c'est ça, c'est nous. Merci à vous pour l'invitation. À bientôt. Salut.